Janvier n'avait jamais été un mois facile pour moi. Après les fêtes, l'éclat des guirlandes et la chaleur des réunions familiales, venait le temps des journées grises, des shifts lourds en réanimation, bondés de patients saisonniers, et des soucis domestiques qui s'abattaient avec une nouvelle force. Mais ce janvier, quelque chose ne tournait pas rond dès le début, comme si une fissure invisible avait traversé les fondations de ma vie. Le matin au service de réanimation de l'hôpital régional de notre ville m'accueillait avec l'agitation habituelle. Sylvie, l'infirmière en chef, disposait déjà les dossiers sur les plateaux, et la jeune Émilie, la nouvelle infirmière du poste voisin, essayait en vain de réparer une perfusion. « Bonjour les filles », dis-je en enlevant mon manteau enneigé dans le vestiaire. « Comment s'est passé le service, Sylvie » demandai-je. « Lourd », soupira-t-elle en se frottant les yeux rougis par le manque de sommeil. Deux nouveaux sont arrivés, un avec une insuffisance hépatique après les libations du Nouvel An, l'autre une crise cardiaque, on a eu du mal à le réanimer. Et le troisième dans la 5e chambre est instable. La routine à l'hôpital. 15 ans que je suis ici, et je ne m'habitue toujours pas à cette lutte permanente contre la mort. Bien que extérieurement, je paraissais probablement impassible. La profession l'exige. Je me changeai rapidement en uniforme préparé la veille, rassemblai soigneusement mes cheveux sous la calotte et, jetant un coup d'œil dans le petit miroir sur la porte du vestiaire, notai de nouvelles rides autour des yeux. 38 ans n'est pas un âge, mais les responsabilités au travail et à la maison font leur effet. La matinée passa en course entre les chambres. À la pause déjeuner, je sentais déjà la lourdeur familière dans les jambes. Mais quand Sylvie m'appela dans la salle des médecins, « Marc, on a amené la nouvelle au chef, ils ont demandé de lui montrer le service », je ressentis soudain de la curiosité. Les nouveaux dans notre équipe établie étaient rares. Dans le bureau du chef de service, à côté du docteur Hélène, se tenait une femme dont la première pensée en la voyant fut « pas de notre monde ». Mince, cristalline, comme du cristal cher. On n'en rencontrait pas dans les files d'attente de la polyclinique de quartier. Cheveux châtains en vague parfaite. Veste clairement pas du marché, où je m'approvisionnais en solde. Et le regard, évaluant, habitué à obtenir ce qu'elle voulait. « Marc, faites connaissance », grommela le docteur Hélène. « Laetitia, notre nouvelle cardiologue. Elle vient de la capitale. Montrez-lui le service. Mettez-la au courant. » Laetitia me tendit sa main fine avec une manucure parfaite, rose clair, comme l'intérieur d'un coquillage marin. Très heureux. Sa voix était étonnamment grave avec un léger enrouement. J'espère que nous travaillerons bien ensemble. N'en doutez pas, souris-je de mon sourire professionnel d'infirmier avec 15 ans d'expérience. Nous avons une équipe amicale. En lui montrant le service, j'observais discrètement ses réactions. Les murs défraîchis provoquèrent une grimace à peine visible. À l'odeur d'eau de javel elle plissa son nez parfait, et le vieux matériel la fit serrer les lèvres. Et moi qui pensais que vous étiez complètement à la traîne ici, lâcha-t-elle soudainement quand nous nous arrêtâmes à la fenêtre au bout du couloir. Et il s'avère que c'est un hôpital tout à fait correct, juste un peu vieillot. Nous avons de bons spécialistes. Je ressentis soudain le besoin de défendre notre service. Le matériel n'est pas celui de la capitale, bien sûr, mais nous connaissons notre travail. Oh, je n'en doute pas, dit-elle en secouant la tête, et ses cheveux ondulèrent comme dans une publicité pour shampoing. Je n'ai pas choisi votre hôpital par hasard, après tout. Je la regardai d'un air interrogateur, mais elle sourit mystérieusement et changea de sujet. Et où peut-on grignoter ici? Après le déménagement, je n'ai pas eu le temps de petit déjeuner. Dans la cantine de l'hôpital, Laetitia picorait délicatement sa côtelette sans goût avec sa fourchette, et moi, me mettant soudain à parler, je lui racontais notre ville, l'hôpital, puis ma famille, Léa qui termine le lycée et rêve de devenir médecin, et Lucas qui s'intéresse au football et aux jeux vidéo. « Et votre femme, elle fait quoi » demanda-t-elle. Nathalie, elle travaille dans l'administration d'une entreprise de la région. 20 ans déjà qu'elle est là. Oh, intéressant. Elle s'anima soudain. J'ai lu récemment un article sur les entreprises de la région. On dit qu'il y a beaucoup de commandes en ce moment, modernisation de la production. Je haussai les épaules. Nathalie ne partage pas beaucoup ses affaires de travail. Et je ne pose pas de questions. Chacun a ses soucis. Quelque chose passa dans son regard, comme si elle évaluait l'information et la rangeait dans sa mémoire. Papa, demain c'est le dernier jour pour déposer la demande pour les cours de préparation. Léa entra en trombe dans la cuisine, brandissant des papiers.
Signe, et parle à maman, elle résiste encore. Je soupirai en essuyant mes mains avec un torchon. Le dîner était presque prêt, et cette conversation se répétait dans notre famille depuis 3 mois. Léa, tu connais sa position. La médecine, c'est dur, ingrat et le salaire est petit, parodiai-je. Je l'ai déjà entendu 1000 fois. Et le fait que je veuille aider les gens, comme toi, ce n'est pas un argument? À ses 17 ans, cela sonnait naïf, mais je me souvenais de moi à son âge, tout aussi passionné, convaincu que la médecine était une vocation pour la vie. Et est-ce que j'avais eu tort? Malgré la fatigue et le petit salaire, je n'avais jamais regretté mon choix de profession. Sauf peut-être ces derniers temps. Papa, vraiment, je ne peux pas aller en économie juste parce que maman le veut. Léa s'assit au bord du tabouret. Ses cheveux clairs s'étaient échappés de sa queue de cheval. C'est ma vie. Je sais simplement que je ne pourrai pas aller tous les jours au bureau déplacer des papiers. Je lui parlerai aujourd'hui, c'est des jeux en mettant une casserole de soupe sur le feu. Mais toi aussi, comprends que ta mère s'inquiète pour ton avenir. L'avenir qu'elle s'est imaginé, marmonna Léa, mais elle s'illumina aussitôt. Merci, papa. Tu es le meilleur. Elle m'embrassa sur la joue et s'enfuit dans sa chambre, et je restai seul avec mes pensées. Nathalie était devenue ces derniers temps distante, irritable, comme si nous avec les enfants étions devenus un fardeau, des tracas inutiles. 18 ans de mariage, ce n'est pas la lune de miel, mais avant nous trouvions toujours un terrain d'entente, nous faisions des projets ensemble. La serrure de la porte d'entrée cliqueta, Lucas rentra de l'école. À en juger par le bruit du sac à dos jeté et la porte de sa chambre qui claqua, la journée ne s'était pas bien passée. Je soupirai et me dirigeai vers lui. Dans la chambre, ça sentait les chaussettes sales et les chips. Lucas était allongé, le nez dans sa tablette, faisant semblant de ne pas remarquer ma présence. « Comment s'est passée l'école » demandai-je en m'asseyant au bord du lit. « Normal » marmonna-t-il sans quitter l'écran. « Lucas, la prof de maths a appelé. » J'essayai de parler doucement. « Elle dit que tu as séché le cours. » Il décrocha à contre-cœur l'écran. « Elle chipote. » J'étais aux toilettes. J'avais mal au ventre. Tout le cours. Il haussa les épaules et replongea dans sa tablette. À 13 ans, les garçons se renferment souvent, mais avec Lucas, il se passait quelque chose d'étrange ces derniers mois. D'un enfant ouvert et communicatif, il se transformait en adolescent maussade. Maman avait promis de t'emmener au football samedi, essayai-je de changer de sujet. Ouais, comme d'habitude, ricana Lucas. Ensuite elle appellera du travail et dira qu'il y a une commande urgente. Je ne trouvais rien à répondre. Il avait raison. Nathalie annulait de plus en plus souvent les plans avec les enfants. Le travail, les commandes, les heures supplémentaires, les excuses standards des derniers mois. Le soir, dans l'entrée, je croisai la voisine du 4e, une dame âgée qui connaissait toutes les nouvelles de l'immeuble et du quartier. « Marc, bonjour, mon cher » s'exclama-t-elle en levant les mains. « Comment vas-tu ? Les enfants, ta femme. » « Tout va bien, Madame Durand » dis-je en serrant contre ma poitrine le sac de course. « Je rentre du service, je dois préparer le dîner. » « Et ta femme, elle rentre maintenant à quelle heure ? » Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me fit un petit pincement désagréable à l'intérieur. « Elle travaille toujours. » Comme d'habitude, souvent tard. J'essayai de la contourner, mais la voisine s'approcha plus près. Et moi qui pensais qu'elle traînait peut-être maintenant à une autre adresse. Elle baissa la voix jusqu'au murmure. L'autre jour, je l'ai vue près des nouvelles constructions avec un homme. Beau gars, tout à fait. Et il ne parlait pas de manière professionnelle, si tu vois ce que je veux dire. Mon cœur rata un battement, mais je trouvai la force de sourire. Elle consulte beaucoup de gens sur des questions techniques. Probablement pour le travail. Peut-être bien. Madame Durand secoua la tête. Mais fais attention, mon garçon, 18 ans ensemble, ce n'est pas une blague, et les femmes à son âge commencent à batifoler. Je ne dis pas ça pour rien. Nathalie rentra tard, comme d'habitude, ne m'embrassa pas, hocha juste la tête depuis l'entrée. Elle sentait l'extérieur, le froid et quelque chose d'autre. Un nouveau parfum. Avant, elle utilisait le même depuis des années. « Tu dînes ?» demandai-je, en essayant de garder une voix normale. « Non, j'ai déjà grignoté. » Elle passa dans la salle de bain, et une minute plus tard l'eau coula.
Je m'assis au bord du canapé, passant en revue dans ma tête les mots de la voisine, les étrangetés dans le comportement de ma femme ces dernières semaines. Une nouvelle chemise, dont elle m'avait parlé. Des messages sur son téléphone qu'elle vérifie maintenant en se détournant. Des retards au travail, alors qu'avant elle rentrait toujours à l'heure. Quand elle sortit de la salle de bain, je me décidai, car nous devions parler. Quelque chose se passe avec nous, avec la famille. Tu es devenue différente. Elle s'immobilisa un instant, puis se retourna lentement vers moi. J'attendais de voir de la culpabilité, de la gêne, même de la colère, mais dans ses yeux il n'y avait que de la fatigue. « Marc, qu'est-ce que tu inventes ?» Elle se frotta les tempes d'un geste qu'elle n'avait pas avant. « Je suis juste fatigué au travail. Il y a tellement de commandes en ce moment, la direction exige des résultats. Ne dramatisation pas, et les enfants ? Lucas s'est complètement lâché, il sèche l'école. Léa s'inquiète pour son admission. Marc, sa voix devint irritée. J'assure cette famille. Je paie l'hypothèque, ta voiture, les cours particuliers de Léa. Est-ce que je peux au moins me reposer des problèmes à la maison ? Les mots me frappèrent douloureusement. Comme si je ne travaillais pas toutes ces années. Comme si mon salaire d'infirmier était dérisoire, pas digne d'être mentionné. Comme si m'occuper des enfants, le ménage, la cuisine, la lessive ce n'était pas du travail, juste des broutilles de la vie. Bien sûr, repose-toi. Je me levai, sentant que quelque chose se brisait à l'intérieur. Seulement tu sais quoi ? La famille, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi de l'attention, des soins, de la participation. Et de toi, on en voit de moins en moins ces derniers temps. Je sortis de la pièce sans attendre de réponse et me fermai dans la cuisine. Je restais assis dans le noir, regardant les lumières nocturnes par la fenêtre, et j'essayais de comprendre quand exactement la fissure dans notre famille était devenue si visible, et si on pouvait encore la réparer ou si les fondations étaient déjà perdues. La vie, qui semblait si solide et stable, venait soudain de révéler sa fragilité. Et le plus terrible, c'est que je ne savais pas si j'aurais assez de force pour l'empêcher de s'effondrer complètement. Mars s'était révélé boueux. Notre ville semblait ne pas pouvoir se décider, tantôt elle brûlait de froid, tantôt elle se transformait en boue sale. Comme ma vie, ballottée entre l'angoisse et l'espoir que tout s'arrangerait tout seul. Ce jour-là, je sortis de l'hôpital plus tôt. Le chef de service m'avait laissé partir. Pour la première fois depuis un mois, j'avais eu une journée calme sans rush. Je décidai de passer à la pâtisserie de la rue principale pour acheter à Lucas son gâteau préféré. Le garçon s'était complètement renfermé ces derniers temps. Peut-être qu'une surprise sucrée ferait fondre ce mur entre nous ? La clochette au-dessus de la porte tinta, m'enveloppant d'une odeur de vanille et de pâte fraîche. Je m'arrêtai un instant à l'entrée, m'habituant à la chaleur après le vent extérieur. Et là, à travers le brouhaha des clients et le tintement des tasses, j'entendis un rire trop familier. Ce rire particulier de Nathalie, qui ces derniers mois se faisait si rare dans notre maison. Elle était assise dos à moi dans un coin lointain, à une table près de la fenêtre. En face, Laetitia, notre nouvelle cardiologue. Elle ne se contentait pas de discuter. Laetitia se pencha par-dessus la table et rajusta le col de la chemise de Nathalie d'un geste intime et possessif qui me fit quelque chose se briser à l'intérieur. Et Nathalie ? Nathalie la regardait comme elle ne me regardait plus depuis longtemps. Je reculai prudemment vers la porte. Elle ne m'avait pas remarqué, trop absorbée l'une par l'autre. Je sortis en trombe dans la rue, avalant l'air goulûment comme après une immersion dans de l'eau glacée. La tête me bourdonnait. Stop, me commandai-je. Ne monte pas des histoires. Peut-être que c'est une rencontre professionnelle ? Laetitia consulte les employés de l'usine à mi-temps. Je l'avais moi-même entendu en parler à la salle des infirmiers. Je rentrai à la maison en pataugeant dans la gadoue de Mars, repoussant les soupçons. Laetitia parlait simplement avec Nathalie comme avec tout le monde, un peu familièrement, un peu coquette. C'était sa manière de communiquer, que j'avais remarqué dès le premier jour à l'hôpital. Femme chasseresse, avait lâché Sylvie un jour à son sujet. Et voilà que cette chasseresse était assise en face de ma femme, lui rajustait le col et riait à ses blagues. « Papa, tu es bizarre aujourd'hui. » Léa posa son manuel de chimie et me regarda attentivement. « Il s'est passé quelque chose ? D'où tu sors ça ?» J'essayai de sourire en remuant la soupe qui cuisait depuis une demi-heure. « Tu as salé ce potage 3 fois, dit-elle en désignant la salière dans ma main. J'effrayé, je regardai la casserole et
Effectivement, je versais machinalement du sel alors que j'avais déjà assaisonné le bouillon. Je suis juste fatigué, lâchez-je. Journée difficile. Léa continua à me fixer d'un regard long, peu enfantin. Quand avait-elle grandi ainsi, dans ses yeux, copie exacte de ceux de Nathalie, on lisait de la compréhension et quelque chose d'autre. De l'inquiétude. Papa, vous allez bien, maman et toi? Je m'immobilisai. Avait-elle remarqué quelque chose ou était-ce simplement la sensibilité des adolescents aux problèmes parentaux? Qu'est-ce qui ne va pas, répondis-je par une question pour gagner du temps. Je ne sais pas, elle haussa les épaules d'un air indécis. Vous ne vous parlez presque plus. Maman est toujours irritable. Toi, tu es triste. Avant, au moins vous vous disputiez, et maintenant c'est comme des voisins d'appartement. Le cœur me serra. Quelle fille observatrice elle était devenue. Et que lui répondre? Mentir que tout va bien, ou lui parler de mes soupçons, pour lesquels je n'avais pas encore de preuves irréfutables. La vie d'adulte est parfois compliquée, ma chérie, dis-je en m'approchant et en l'enlaçant. Ta mère a beaucoup de travail, moi j'ai des shifts à l'hôpital. On est fatigué, on s'irrite, mais tout va s'arranger, tu verras. Elle hocha la tête, mais ses yeux exprimaient du doute. J'eus soudain honte devant elle de ce mensonge peu convaincant, de ce sourire qui devait ressembler davantage à une grimace. Comment se passent les révisions pour les examens, changeai-je de sujet. Ça va. Aux épreuves blanches de chimie j'ai eu 89 points. Elle n'insista pas pour plus d'ouverture, même si elle avait compris que je fuyais la réponse. En médecine, ça devrait passer. Nathalie rentra à minuit passé. Elle sentait le froid, le tabac et un parfum étranger, sucré avec une note de vanille. Je restais allongé dans le noir, faisant semblant de dormir, et l'écoutais se déplacer prudemment dans l'appartement. Quand elle entra dans la salle de bain, je me levai, le cœur battant à cause de ma propre détermination, et glissai jusqu'à son manteau. Dans la poche, son téléphone. La culpabilité et la honte de ce que j'allais faire m'envahirent presque, mais la mémoire me renvoya obligeamment l'image d'aujourd'hui. Le geste intime de Laetitia, son sourire à elle. Les doigts tremblants, je déverrouillai l'écran. Le code n'avait pas changé. La date de notre mariage. Quelle ironie. Message. Où sont-elles? Nathalie avait toujours été méticuleuse dans ses échanges électroniques, tout classé dans des dossiers. Et voilà. Dialogue avec le contact elle, on se voit ce soir? Son message. Sa réponse. Oui, j'ai commandé tes pâtisseries préférées. Tu sais toujours ce que j'aime. Et pas seulement en dessert. Je feuilletais fébrilement la conversation. La suite était pire. Phrases ambiguës, sous-entendues, discussion de rendez-vous. Dommage qu'on ne puisse pas aller directement chez moi. Bientôt, quand tout sera réglé. Ce qui devait être réglé, elle ne le précisait pas, mais c'était clair. Les mains me tremblaient. Quand je remis le téléphone à sa place, j'eus juste le temps avant que Nathalie sorte de la salle de bain et je me recouchai, tourné vers le mur. Les larmes coulaient sur mes joues et je les avalais silencieusement pour qu'elle ne les entende pas. Son corps lourd fit ployer le matelas. Elle se coucha sans me toucher, comme depuis de nombreux mois. Tu ne dors pas, dit-elle soudain, doucement, comme autrefois. C'était une affirmation, pas une question. Non, répondis-je d'une voix sourde. Un silence pesa. Peut-être maintenant lui demander directement, la mettre face à ses mensonges, ou faire comme si je ne savais rien et continuer à surveiller. Un nœud dans la gorge m'empêchait de parler. Shift difficile, demanda-t-elle soudain, doucement, comme autrefois. Oui, dis-je en retenant à peine un rire amer. Très difficile. Le lendemain à l'hôpital, j'évitais Laetitia. Tu te caches comme une lâche, me reprochai-je. Mais que dire? Laisse ma femme tranquille. Comment as-tu pu? Les mots semblaient absurdes, impuissants. Et pourtant nous étions collègues, il fallait travailler ensemble. Marc, la tournée dans 10 minutes. Sylvie passa la tête dans la salle de soins où je préparais les perfusions. Une attention particulière à la 5e chambre. La vieille dame a la tension qui fluctue. Tout est prêt, j'y vais tout de suite, répondis-je machinalement en regardant par la fenêtre la pluie de mars qui effaçait les derniers restes de neige. Quand je sortis dans le couloir, je vis Laetitia qui venait à ma rencontre. Elle m'aperçut et, l'espace d'un instant, son visage exprima quelque chose, embarras,
culpabilité, mais cela disparut aussitôt, remplacé par son assurance habituelle. Bonjour, Marc, hocha-t-elle en passant. Bonjour, Laetitia. Je hochai à mon tour en la regardant dans les yeux. Elle ne soutint pas le regard, détourna les yeux et accéléra le pas. Elle sait que je sais, pensai-je avec une satisfaction douloureuse. Au déjeuner à la cantine, j'entendis un bout de conversation entre Émilie et une infirmière de chirurgie. Elle est belle, on ne peut pas lui enlever ça. Moyen. Pas mon type. Elle a des formes, oui, mais elle ne s'en cache pas. Elle a dit que sa femme était restée coincée dans le passé. Tu imagines? Et elle, donc, elle est moderne. Elles m'aperçurent et interrompirent brusquement la conversation. Elles rougirent, feuilletèrent des serviettes. Je fis comme si je n'avais rien entendu et passai à une table libre. Apparemment, tout le service était au courant. Ils discutaient, comméraient, compatissaient. L'humiliation me brûlait les joues. Le pire, c'est que personne ne s'approchait, ne posait de questions. Tous faisaient comme si rien ne se passait. Comme au chevet d'un malade sans espoir auquel on ment en disant qu'il va bientôt guérir. Le soir, je me décidai, dis à Léa que je rentrais tard et lui demandai de surveiller Lucas. Et je me postai à la sortie de l'usine d'armement de la région, comme un espion dans un mauvais roman policier, capuche rabattue sur le visage. Nathalie sortit parmi les premiers, sans s'attarder, marcha d'un pas vif non pas vers notre maison, mais dans la direction opposée. Je la suivis à distance, les rues étant pleines de monde, fin de journée de travail. Elle tourna vers les nouvelles constructions, celles dont avait parlé la voisine. Elle entra avec assurance dans l'entrée d'un des immeubles de 5 étages en béton. J'hésitai puis entrai à ma suite, restant dans l'ombre. Elle monta au 3e étage et sonna. La porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait Laetitia en peignoir de maison, cheveux détachés. Je ne vis pas les salutations, seulement la porte qui se refermait derrière elle. Il n'y avait pas besoin de plus de preuves. Debout dans l'entrée d'un immeuble étranger, je me sentais stupide et pitoyable. Comme si c'était moi qui avais tort que ma femme ait préféré une autre. Nous devons parler, dis-je quand elle rentra à la maison vers 10 heures. De quoi, fit-elle avec un étonnement fin en enlevant ses chaussures. Du fait que tu étais aujourd'hui chez Laetitia et avant-hier avec elle au café, et de vos messages que j'ai vus. J'attendais n'importe quoi, dénégation, colère, aveu, mais pas ce soupir fatigué, comme si je l'empêchais de s'occuper d'affaires importantes. Et alors, tu me suis? Il n'aurait pas fallu si tu n'avais pas menti. Écoute, Marc, elle se frotta l'arête du nez. Habitude apparue récemment. Oui, nous communiquons. C'est interdit? Communiquer? Je sentis monter en moi une vague de colère brûlante. Tu vas chez elle, tu t'assois avec elle au café, tu échanges des messages avec des sous-entendus. Et tu appelles ça communiquer? Tu es hystérique. Elle fit la grimace. Tu as la paranoïa. Nous travaillons ensemble sur un projet commun. L'usine a signé un contrat avec l'hôpital pour des visites médicales. Ne mens pas, je faillis crier. Assez menti. Je sais tout. Tout l'hôpital sait. Elle se vante elle-même d'avoir pris ta femme à sa famille. La porte de la chambre de Lucas s'entr'ouvrit. Il passa la tête, effrayé, écouteur autour du cou. Il s'immobilisa, passant son regard de moi à sa mère. Nathalie le remarqua et fit un signe de la main, va-t'en. Lucas ferma la porte, mais je savais qu'il entendait chaque mot à travers la fine cloison de l'immeuble. Ne faisons pas de scène devant les enfants, dit Nathalie plus bas. Qu'est-ce que tu veux exactement que je te dise? La vérité. Elle soupira et passa dans la cuisine. Je la suivis. Elle s'assit à table, voûtée, paraissant soudain plus vieille que son âge. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça, commença-t-elle en regardant le plateau de la table. Mais nous, toi et moi, nous ne sommes plus mari et femme depuis longtemps, Marc. Nous sommes des colocataires qui n'ont plus rien à se dire. Toi, tu es toujours au travail ou avec les enfants. Je suis pour toi un distributeur automatique et une aide ménagère. Rien de plus. Ce n'est pas vrai, m'étranglai-je de colère. J'ai toujours mis la famille au premier plan. J'ai toujours pris soin de toi. Prendre soin. Elle eut un rictus. Tu prends soin de moi comme d'un patient. Marc, mets ton écharpe. Marc, ne bois pas froid. Marc, n'oublie pas tes comprimés pour la tension.
Et quand m'as-tu demandé pour la dernière fois ce que je voulais, ce qui m'intéressait? De quoi je rêvais? Je voulus répliquer, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Quand, avec Laetitia, tout est différent, continua-t-elle plus bas. Elle écoute, s'intéresse à ma vie, rit à mes blagues, me regarde comme un homme, pas comme un accessoire à la maison et aux enfants. Tu l'aimes? La question que je redoutais de poser. Elle leva les yeux. Il y avait dans son regard la détermination de quelqu'un qui avait franchi une certaine limite. Oui. Un seul mot court qui effaça 18 ans de mariage. Et maintenant? Ma voix sonnait étrangère, de bois. Je ne sais pas, dit-elle en écartant les mains. Deux options. Soit on continue à vivre comme des étrangers, en se faisant souffrir mutuellement et les enfants, soit on divorce. Et chacun construit sa vie comme il veut. L'ultimatum sonna comme une condamnation. Je regardai la personne en face de moi et ne la reconnus pas. Où était cette Nathalie qui m'offrait des lilas fraîchement coupés dans le square quand nous étions étudiants, qui tenait ma main en salle d'accouchement quand Léa est née, qui construisait avec notre Lucas des forts avec des coussins de canapé? Je vais réfléchir, ne pus-je que dire. Réfléchis, hocha-t-elle et sortit de la cuisine. Et moi je restai assis, regardant l'obscurité par la fenêtre, essayant de réaliser que ma vie, telle que je la connaissais, était terminée. Le monde que j'avais construit pendant presque 20 ans s'était effondré en une soirée. Et que faire maintenant de ces décombres, je n'en avais pas la moindre idée. Chers amis, nous allons bientôt continuer. En attendant, si notre histoire vous plaît, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci de rester avec nous et d'écouter nos histoires. C'est très important pour nous. Mais c'était révélé exceptionnellement ensoleillé, comme pour se moquer de ma vie assombrie. Dans les parcs, les lilas fleurissaient, ces mêmes lilas que le jeune Marc m'apportait autrefois par brassée. Maintenant, à la vue de ces grappes odorantes, la nausée me montait à la gorge. 12 000 pour une première consultation. Je regardais la grille tarifaire dans le cabinet d'avocat et sentis mes genoux fléchir. Est-ce qu'on peut moins cher? On peut, répondit distraitement la secrétaire, maquillée comme pour un défilé. Mais je vous conseille maître Éléonore, elle est spécialisée en droit de la famille. Avec elle, vous avez plus de chance. De chance de quoi? J'avais envie de demander, mais je hochai simplement la tête et sortis de mon portefeuille usé ma carte bancaire. 12 000, un tiers de mon salaire mensuel. Mais avais-je le choix? Maître Éléonore s'avéra être une femme d'une cinquantaine d'années, au regard attentif, habituée à voir les malheurs des autres. Elle m'écouta sans m'interrompre, prenant des notes dans un carnet. Alors voilà, Marc, dit-elle enfin. La situation est classique, mais désagréable. L'appartement est en copropriété, acheté à crédit, il reste encore 5 ans à payer. Les enfants ont 17 et 13 ans, donc la fille est presque majeure, et le fils sera à votre charge encore au moins 5 ans. Je hochai la tête comme si j'apprenais quelque chose de nouveau sur ma propre vie. Votre femme travaille, salaire stable. C'est bien pour la pension alimentaire, mais le problème, c'est qu'elle insiste pour vendre l'appartement. Et savez-vous quoi? Le tribunal sera probablement de son côté. Mais les enfants? Où allons-nous vivre? Ma voix trembla. Selon la loi, on peut vendre s'il y a un endroit où déménager. Votre femme propose la maison de sa mère. D'un point de vue juridique, c'est acceptable. Ce n'est pas une résidence secondaire sans confort, mais une maison habitable. Mais je butai, cherchant le mot. Humiliant, voulais-je dire, mais est-ce que les sentiments comptent dans une procédure de divorce? Je comprends, soupira-t-elle. Mais regardons la réalité en face. Si vous ne vous mettez pas d'accord à l'amiable, ce sera pire. Procédure judiciaire, expertise, stress, et le résultat sera probablement le même. Je sortis du cabinet avec une pochette de documents et la tête qui bourdonnait. Le soleil de mai me piquait les yeux, et dans mes tempes cognait, où aller? Que faire? Comment protéger les enfants? C'est la décision définitive. Monique regardait son fils comme si elle le voyait pour la première fois. Dans sa petite cuisine avec des géraniums aux fenêtres, nous étions réunis comme pour un conseil de guerre. Moi, Nathalie et sa mère. Oui, maman. Nathalie tournait une tasse de thé dans ses mains. Marc et moi ne pouvons plus vivre ensemble. Tu vois bien toi-même que ces dernières années. Je ne vois rien, coupa la belle-mère.
Je vois seulement que Marc a été pendant presque 20 ans un bon mari, a eu et élevé 2 enfants, et que tu t'es mis dans la tête une lubie sur le tard. Maman, j'ai 42 ans. Quelle vieillesse? Le plus drôle, c'est quand un homme approche la cinquantaine et qu'il se comporte comme un gamin derrière chaque jupe. Laetitia n'est pas n'importe quelle jupe, éleva la voix Nathalie. C'est une femme instruite, intelligente. Médecin. Et alors, ricana Monique. Marc aussi est dans la médecine depuis toujours. Il faisait les piqûres à ton père jusqu'à son dernier jour. Que Dieu ait son âme. Et celle-là, elle en a 35. Qu'est-ce qu'elle sait faire, à part se mettre du rouge à lèvres? Je gardai le silence, regardant mes mains. Doigts rêches à force de désinfection permanente, ongles coupés courts. Pas comme ceux de Laetitia avec sa manucure parfaite. On n'est pas là pour ça, maman, grogna Nathalie. Je vous ai réunis pour discuter des questions pratiques. L'appartement devra être vendu, sinon je ne pourrai pas verser à Marc sa part. En attendant, ils peuvent vivre ici, coupa Monique en me regardant. Marc et les enfants, il y a de la place. 3 chambres, un jardin, une salle de bain. Ce n'est pas un palais, bien sûr, mais merci, maman, souffla Nathalie avec soulagement, mais elle l'interrompit à nouveau. Seulement toi, ma fille, si tu as complètement perdu la tête, tu ne mets plus les pieds ici tant que tu n'auras pas repris tes esprits. Le visage de Nathalie s'allongea de surprise. Je fus moi aussi abasourdi, je ne m'attendais pas à une telle fermeté de la part de ma belle-mère. Tu me jettes dehors, balbutia Nathalie, éberluée. De ma maison? La maison est encore à moi, coupa Monique. Et un toit au-dessus de la tête est plus nécessaire aux enfants et à Marc qu'à toi et à ta. Docteur, quand est-ce que le problème du logement sera enfin réglé, entendis-je la voix familière et légèrement enrouée en tournant dans le couloir de réanimation. Je me plaquai instinctivement contre le mur. Ça fait déjà 3 mois que ça traîne. Laetitia, tout n'est pas si simple, dit la voix de Nathalie, fatiguée. Tu sais, les enfants, le crédit. Je sais, l'interrompit-elle, irritée. Mais quand est-ce qu'on va enfin vivre normalement? Tu m'avais promis que tout serait réglé pour l'été. L'appartement est mis en vente, mais il n'y a pas encore d'acheteurs. Crise, les taux de crédit ont augmenté. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vivre dans un appartement loué pendant que ton ex règle ses problèmes. Je ne pus me forcer à bouger. Je restais figé, écoutant comment on discutait de mon destin. Ex, comme je m'étais transformé en une définition anonyme, en un obstacle gênant pour leur bonheur. Je comprends que c'est difficile pour toi, dit Nathalie tout bas, comme si elle craignait d'être entendue. Mais Marc et les enfants n'ont nulle part où aller. Maman leur a proposé la maison. Ah, la maison, ricana Laetitia. Et nous, on doit squatter des locations. Tu comprends au moins dans quelle position tu me mets. Tout le monde sait que j'ai une liaison avec une femme mariée, mais personne ne voit qu'on est ensemble, que tu m'as choisi. J'en ai assez des regards en coin et des murmures dans mon dos. Écoute, encore un peu de patience. Assez. Son talon claqua distinctement sur le carrelage. Soit tu réglais la question du logement d'ici la fin du mois, soit. Je n'entendis pas la suite. Me retournant brusquement, je partis dans l'autre direction, ne voulant pas les affronter. Nathalie, toujours si sûre d'elle à la maison, sonnait maintenant comme un écolier pris en faute. Et elle la menait par le bout du nez. Et curieusement, cette connaissance ne m'apportait aucune satisfaction. Le scandale à l'hôpital éclata une semaine plus tard. Curieusement, je n'en fus pas directement l'acteur, trop épuisé par les négociations interminables sur le divorce, la vente de l'appartement et le déménagement. Laetitia arriva au service à la fin de mon shift, se planta ostensiblement à la porte avec un bouquet de pivoine et annonça à voix haute, « Marc, je t'emmène. Elle t'attend en bas. » Je restai figé au poste des infirmiers, incapable de croire ce qui se passait. Dans le couloir, le silence se fit instantanément. Patients, infirmières, aides-soignantes, tous regardèrent tantôt moi, tantôt Laetitia. Laetitia. La voix de Sylvie résonna comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Nous sommes dans un établissement médical, pas dans un lieu de passage. Veuillez quitter le service. Ce n'est pas à vous de décider où je dois me trouver, répondit-elle avec arrogance. Je travaille ici aussi, même si ce n'est pas dans ce service. Et je parle maintenant non seulement en tant qu'infirmière en chef, mais aussi en tant qu'être humain.
Ce que vous faites est indécent. Et nous sommes tous ici collègues de marque. Ce qui se passa ensuite, on me le raconta par bribes. Altercation verbale, insultes, vase de fleurs brisées dans un accès de colère, et cerise sur le gâteau, le docteur Hélène, notre chef de service, qui se trouva par hasard témoin du scandale. Pour la première fois en 15 ans, je le vis vraiment furieux. Le lendemain, parut l'ordre de mutation de Laetitia au service de consultations externes, pour que tout le monde y voie clair. Les collègues me regardaient avec compassion, mais plus personne ne murmurait dans mon dos. L'humiliation que j'avais subie avait paradoxalement uni le service. Même la grincheuse comptable m'apportait des pâtisseries maison à la pause déjeuner. Papa, j'ai raté la biologie. Léa était assise au bord du lit, genoux serrés dans ses bras. Les yeux rouges de larmes, cheveux rassemblés en un chignon négligé. Au lieu de 89, seulement 68. Avec un tel score, on ne sera pas pris sur liste principale. Je m'assis à côté d'elle et la pris par les épaules. Ma chérie, tu as toujours été forte en biologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, renifla-t-elle. Je n'arrivais pas à me concentrer. Tous les problèmes se brouillaient devant mes yeux. Et la dissertation, je l'ai faite hors sujet, comme si j'étais dans le brouillard. Je soupirais. Bien sûr, les examens étaient tombés en plein milieu de notre procédure de divorce. Quant à la maison, on ne parlait que de vente d'appartements et de déménagement, quelle concentration possible? Les études payantes sont très chères, continua-t-elle. Je regardais, 280 000 par an. C'était presque tout mon salaire annuel, complétais-je pour elle. Mais on va trouver une solution. Peut-être un prêt? Non, papa. Elle se redressa. Quel prêt? On a déjà un crédit. La pension alimentaire n'est même pas encore fixée. Le déménagement. Ne t'inquiète pas pour ça. Je lui caressai la tête. Je vais en parler à ta mère. C'est aussi son devoir de te donner une éducation. Elle va maintenant entretenir une autre famille, dit Léa avec une amertume inattendue. Quelle faculté de médecine? Peut-être que j'irai en école d'infirmière? C'est moins cher. Le cœur me serrait d'injustice. La fille avait toujours rêvé de devenir médecin, s'était préparée, avait bachoté. Et maintenant, à cause des problèmes des adultes, elle devait renoncer à son rêve. Non, dis-je fermement. On trouvera l'argent. Je prendrai des shifts supplémentaires, je ferai des piqûres à domicile. Si besoin, je travaillerai à 3 endroits, mais tu étudieras où tu veux. Avec Lucas, tout fut encore plus compliqué. Si Léa parlait au moins de ses sentiments, le fils s'était refermé comme une huître. L'école appelait, je frappai doucement à sa chambre. Lucas, je peux entrer? Silence. Puis un « ouais » réticent. L'odeur de fumée de cigarette me frappa les narines dès que j'ouvris la porte. Il n'essayait même pas de cacher, assis simplement sur l'appui de fenêtre, jambes ballantes, en train de fumer en soufflant la fumée par la fenêtre grande ouverte. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Il tira une bouffée avec une nonchalance affectée. Maman fume aussi. Maman est adulte, et c'est son choix. Toi tu as 13 ans, et c'est mon appartement. Encore pour un moment, ricana Théil. Bientôt on vivra tous chez mamie. Là on en reparlera. Je fus abasourdi par ce ton. Mon Lucas, toujours si affectueux et casanier, me regardait maintenant avec un regard dur, étranger. Avec qui as-tu appris à parler comme ça? Avec cette nouvelle bande? La déléguée a appelé, elle a dit que tu n'étais pas allé en cours depuis 4 jours. Et alors? Il haussa les épaules. C'est chiant. Avec les mecs c'est plus sympa. Quel mec? Quelle bande? Une bande normale. Il écrasa son mégot dans une boîte de bonbons vide. Arrête de râler. Lucas, essayai-je de parler calmement, bien que tout bouillonnait à l'intérieur. Je comprends que c'est dur pour toi en ce moment. Pour nous tous c'est dur, mais ce n'est pas une raison pour gâcher ta vie. Ouais, c'est ça. Il sauta de l'appui de fenêtre, paraissant soudain plus grand sous l'effet de la colère. À papa, on peut gâcher la vie à tout le monde, mais à moi on ne peut pas sympa, les adultes. Lucas attrapa son sac. Je vais chez Léo. Peut-être que je dormirai là-bas. Au moins là on ne me fait pas la morale pour tout.
Il sortit en trombe de la chambre et 1 minute plus tard la porte d'entrée claqua. Je restais au milieu de la pièce, sentant les larmes me monter aux yeux. Nathalie avait détruit non seulement notre mariage, elle avait brisé la vie des enfants. Et le plus terrible, c'est que je ne savais pas comment réparer ça. Le déménagement fut plus dur que je ne l'avais imaginé. Pas tant physiquement, nous n'avions pas tant de choses, et la plupart des meubles restèrent dans l'appartement pour augmenter le prix de vente. Le plus dur fut psychologiquement. Notre appartement, petit mais à nous, cosy, vécu. Chaque recoin gardait des souvenirs. C'est ici que Lucas avait fait ses premiers pas. C'est ici que Léa s'était préparée aux Olympiades scolaires. C'est ici que Nathalie et moi avions été heureux autrefois. Et maintenant nous chargions des cartons dans un utilitaire tandis que les voisins curieux regardaient derrière les rideaux. Il commérait sûrement, il a poussé sa femme à bout, voilà pourquoi elle est partie avec la jeune doctoresse. La maison de Monique nous accueillit avec une odeur de tarte et de géranium. Ma belle-mère s'affairait, essayant d'atténuer la gêne de la situation. Léa, ta chambre donne sur le jardin. Il y a plus de lumière pour travailler. Lucas, la chambre d'angle, il y a le bureau de grand-père. Et toi, Marc, installe-toi dans la chambre d'amis. Ce sera un peu juste, mais au moins tu es près de la salle de bain. Pas besoin de traverser tout le jardin. Je hochai la tête avec gratitude, avalant la boule dans ma gorge. À 38 ans, je me retrouvais soudain sans mon propre espace, sans femme et avec 2 adolescents sur les bras. La nuit, quand tout le monde dormait, je me permis enfin de pleurer, le visage enfoncé dans l'oreiller pour que personne n'entende. L'avenir de mes enfants était en jeu, et je comprenais que je n'avais pas le droit à la faiblesse. Mais comme j'aurais voulu, ne serait-ce qu'1 minute, cesser d'être fort. J'aurais voulu que quelqu'un me prenne dans ses bras et me dise que tout irait bien. Monique passa la tête dans ma chambre tôt le matin, alors que je me préparais déjà pour le travail. Elle s'assit silencieusement au bord du lit. « Marc, ne te flagelle pas, dit-elle en soupirant lourdement. Ce n'est pas toi qui as fait perdre la tête à ma fille. Et puis, je pense que Dieu marque les coquins. Ils n'auront pas de bonheur. Souviens-toi de mes paroles. Merci, maman. » C'était la première fois que je l'appelais ainsi, sans « belle ». Mais ça ne me soulage pas. Les enfants me font de la peine. Les enfants grandiront, dit-elle en secouant la tête. Ils ont toute la vie devant eux. Et toi, comment tu vas? Ton cœur ne souffre pas, tes yeux sont rouges de larmes. Je m'en sortirai. J'essayais de sourire, mais mes lèvres tremblaient. Je n'ai pas le choix. Elle me regarda longuement, d'un regard compréhensif, puis fit ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Elle me serra fort dans ses bras. Et dans ses mains usées, dans l'odeur de pâtisserie maison et de parfum bon marché, il y avait plus de chaleur et de soutien que dans toutes les paroles de réconfort qu'on m'avait dites ces derniers mois. Le soleil doux frappait sans pitié, transformant le chemin vers la maison en une torture brûlante. Je rentrais avec 2 sacs de courses, sentant la sueur couler dans mon dos. Encore un peu, m'encourageai-je jusqu'à la maison de Monique, ma belle-mère, et maintenant aussi la maîtresse des lieux, il restait 200 mètres. Bientôt de l'ombre, de la fraîcheur. Les 2 derniers mois, j'avais vécu dans une sorte de demi-sommeil étrange. Levé à 5 heures, route jusqu'à l'hôpital, shift, puis piqûre privée à domicile. J'avais placardé des annonces dans le quartier. Le soir, cuisine, lessive, tentative pour atteindre Lucas qui s'était refermé sur lui-même. Et à nouveau le sommeil. Et le matin, tout recommençait. Le portail grinça familièrement, comme pour me saluer. À l'ombre des pommiers, Léa était assise, reprisant de vieux jeans. « Salut, papa. » Elle sourit, mais ses yeux restèrent tristes. « Laisse, je t'aide. »« Comment s'est passé ton shift à la supérette ?» demandai-je en lui tendant un sac de légumes. « Normal » haussa-t-elle les épaules. « Les jambes me font juste mal, 10 heures à la caisse. » Mais ils ont donné une avance. Elle sortit de sa poche des billets froissés. 7 000. Encore un peu et j'aurai de quoi payer le premier versement pour le semestre. Je me mordis la lèvre. Ma fille, qui aurait dû ronger le granit de la science à la faculté de médecine, était assise à la caisse d'un supermarché. Au printemps, tout était encore différent. Il y avait des projets, de l'espoir. Tu sais, je me pose des questions, dit Léa en m'aidant à ranger les courses dans la cuisine d'été. Peut-être qu'il ne faut pas dépenser de l'argent pour des études payantes?
Peut-être que je devrais d'abord aller en école d'infirmière, comme tu disais, et puis continuer après? Non, secouai-je la tête. On avait dit qu'on économiserait pour le premier versement, et ensuite on verrait. Peut-être que ta mère finira par se raviser et aider. C'est son devoir. On a vu ce qu'elle en fait, de son devoir, ricana Léa. Elle n'est même pas venue voir Lucas depuis 2 mois. Toujours occupée, occupée, occupée. Je gardai le silence. Nathalie avait vraiment comme disparu de nos vies. Depuis le divorce, elle était venue tout au plus 2 fois, et encore, rapidement, comme pour accomplir une corvée désagréable. La pension alimentaire arrivait régulièrement, mais la somme suffisait à peine pour la nourriture et les médicaments de Monique. Mais on m'a proposé un nouveau poste aujourd'hui, dis-je en changeant de sujet. Son frère a ouvert une clinique privée. Il cherche un infirmier expérimenté. Ils promettent 50 000. Tu imagines? Vraiment, papa? Léa bondit sur place. C'est presque le double de maintenant. Vraiment, souris-je en voyant son enthousiasme. Seulement les horaires sont par shift. Il faudra parfois rester pour les gardes de nuit. Ça ira, on se débrouillera, dit-elle en me serrant dans ses bras. On restera avec mamie quand il faudra. L'important, c'est que tu aies enfin un salaire correct. Le mot « enfin » résonna, bien qu'elle n'ait pas voulu me blesser. Mais derrière il y avait la vérité. Toutes ces années, j'avais accepté le salaire de misère d'infirmier, pensant que l'essentiel était la stabilité et la proximité de la maison. Nathalie assurait le revenu principal. Et puis, papa, Léa devint soudain sérieuse. C'est vrai que maman s'est mariée vendredi dernier? Une copine m'a écrit, sa mère les a vus au mariage civil. Je m'immobilisai. J'avais entendu parler du mariage de Nathalie et Laetitia par ouï-dire. Les collègues murmuraient, mais personne n'osait me le dire directement. Et je préférais ne pas savoir, je ne voulais pas vérifier si c'était vrai ou juste des rumeurs. Mais puisque Léa l'avait appris. Oui, hochai-je. C'est probablement vrai. Elle est maintenant une personne libre. Libre, ricana nerveusement Léa. Libre de qui? De nous et de Lucas. Léa, arrête. Je posai une main sur son épaule. Chacun choisit son chemin. Et nous choisirons le nôtre. Elle releva la tête. Sans elle. Vrai, papa? Vrai. Je la serrai contre moi, sentant ses épaules étroites trembler. On s'en sortira. Lucas fut arrêté par la police fin août. On m'appela à 2 heures du matin. Je rentrais justement d'une garde de nuit, j'arrivais à peine jusqu'au lit. Monsieur Durand? La voix rauque au bout du fil me fit serrer le cœur. C'est l'agent de police du commissariat central. Votre fils a été interpellé pour tapage. Venez le chercher. Quel tapage? Je bondis, calculant fébrilement comment arriver le plus vite au commissariat. C'est encore un enfant. Un enfant, ricana l'agent. Il cassait des vitrines avec ses potes dans un centre commercial. Il buvait de la bière. Il a insulté les vigiles qui les ont arrêtés comme un charretier. Venez, on va régler ça. Je pris un taxi. Les dernières économies, mises de côté pour les manuels de Léa. Tout le long, je priais pour que Lucas aille bien et me reprochais de ne pas avoir surveillé, de ne pas avoir vu quand la situation était devenue critique. Au commissariat, ça sentait la désinfection et la sueur rance. Lucas était assis sur un banc contre le mur, pâle, nez cassé, t-shirt déchiré. Il me jeta un regard de dessous et détourna aussitôt les yeux. La mère Courage est arrivée, grommela l'agent moustachu que j'avais mentalement surnommé l'agent Michel. Emmenez ce trésor. Cette fois, ça se soldera par une amende administrative. Vos potes à vous sont plus âgés. On leur mettra le principal sur le dos. Mais à l'avenir. Merci. Je signai des papiers sans les lire. Ça ne se reproduira plus. Tout le monde dit ça, soupira l'agent Michel, mais il se radoucit. J'ai entendu dire que dans votre famille, la mère est partie. Je hochai la tête, incapable de répondre. C'est dur. Il secoua la tête. Le garçon a besoin d'attention en ce moment. Masculine. Sinon il va se lier avec je ne sais qui. Et avec les couteaux, maintenant, les petits voyous n'hésitent pas, je frissonnai. Mon Lucas aurait-il pu? Non,
Je ne voulais même pas y penser. Nous rentrâmes à la maison en silence. Monique nous attendait sur le seuil, elle n'avait pas dormi, elle nous attendait. Elle conduisit silencieusement son petit-fils à la cuisine, l'installa et posa devant lui une assiette de soupe. Lucas n'y toucha pas, raconte, dis-je en m'asseyant en face de lui. Qu'est-ce qu'il y a à raconter, marmonna-t-il. On traînait avec les mecs. Léo a pris de la bière. Ensuite ce connard de gris a décidé de balancer une pierre dans une vitrine. Et les vigiles sont arrivés. Et tu en avais besoin de ça. Je ne reconnaissais pas ma propre voix. Si étrangère, fatiguée. Pourquoi tu t'es mêlé à ça? Qu'est-ce que tu voulais prouver? Rien. Il haussa les épaules. J'avais juste envie de m'amuser. T'amuser. Pour la première fois de ma vie, j'élevai la voix. Tu t'amuses, donc tu casses des vitrines. Tu bois de la bière à 13 ans. À cause de toi, j'ai laissé une femme malade seule à 2 heures du matin. J'ai traversé toute la ville en dépensant les dernières économies. Ton envie de t'amuser nous a coûté 2000 € de taxi et 5 amendes. Il se tut, tête baissée. Je m'interrompis en voyant ses épaules trembler. Mon garçon pleurait pour la première fois depuis de longs mois. Lucas, contournai-je la table et m'agenouillai devant lui. Mon soleil, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Maman avait promis de venir. À travers les larmes, il lâcha. Elle avait dit, on ira au bowling samedi. Et puis elle a écrit qu'elle ne pouvait pas, des affaires. C'est la 3e fois qu'elle annule. Léo m'a dit que maman était maintenant avec son ami, qu'ils avaient leur lune de miel, qu'on n'existait plus pour eux. Je le serrai silencieusement dans mes bras, lui, maigre, sentant la cigarette et la sueur d'adolescent. Je voulus dire que tout s'arrangerait, mais la langue refusa de prononcer ce mensonge. Monique s'assit lourdement sur une chaise à côté, caressa la tête ébouriffée de son petit-fils. Ta mère est une idiote, Lucas, soupira-t-elle. Une vraie idiote, mais toi tu es intelligent. Et tu prends soin de ton père, tu n'en as qu'un. Marc Durand, l'homme d'une 40aine d'années en blouse parfaitement repassée, me regarda attentivement. Je me sentais mal à l'aise dans l'accueil étincelant de propreté de la clinique privée santé. Je suis le docteur Caroline, chef de la chirurgie. Votre amie m'a parlé de vous. Oui, hochai-je. Elle a dit que vous alliez faire l'entretien. Pas tout à fait. Elle sourit légèrement. Plutôt une rencontre. On m'a tellement parlé de vous que je vous admire déjà à distance. 15 ans en réanimation à l'hôpital régional, c'est une expérience sérieuse. Surtout précieux que vous sachiez travailler dans des conditions difficiles. Chez nous, les conditions sont bien sûr meilleures, mais les exigences sont à la hauteur. Je hochai la tête en l'observant discrètement. Grande, bien entretenue, regard attentif. De tels médecins inspirent confiance aux patients dès le premier regard. Je me demandais combien d'opérations elle avait pratiquées au cours de sa carrière, combien de vies elle avait sauvées. Nous avons une bonne équipe, continua-t-elle en me faisant visiter la clinique. Matériel moderne, médicaments de la plus haute qualité et salaire correct. Horaire par shift, mais avec possibilité d'adapter à vos besoins. La clinique me stupéfia. Après les murs défraîchis de l'hôpital régional, ces couloirs clairs, cet éclairage doux, ce matériel tout neuf semblait presque irréel. Je me surprenais à penser, est-ce que je vais vraiment travailler ici? Est-ce que je le mérite? Pourquoi avez-vous décidé de changer? Demanda-t-elle quand la visite fut terminée. Autant que je sache, vous avez travaillé longtemps dans le même service. J'hésitais. Je n'allais pas lui raconter le divorce, que l'ancien salaire ne permettait plus d'entretenir la famille. Mais elle sembla comprendre mon embarras. Pardonnez-moi cette question indiscrète. Elle secoua la tête. Ce n'est pas important. L'essentiel est votre expérience et votre professionnalisme. On m'a dit que vous gérez avec brio les patients difficiles. Et nous en avons beaucoup. J'ai 2 adolescents, plaisantai-je. Après eux, n'importe quel patient difficile, c'est du repos. Elle éclata soudain d'un rire sincère, profond, venu du ventre. Et ce rire fit vibrer quelque chose en moi, comme si on avait touché une corde qui était restée muette longtemps. Vous me plaisez, Marc, dit-elle en cessant de rire. Je pense que nous travaillerons bien ensemble. La première semaine à la clinique passa comme un jour. J'absorbais avidement les nouvelles connaissances, m'habituais au matériel moderne, faisais connaissance avec les collègues et,
à ma propre surprise, je me surprenais de plus en plus souvent à attendre les shifts où le docteur Caroline était de garde. Elle s'avéra non seulement une professionnelle, mais aussi un excellent mentor. Elle ne s'irritait jamais si je ne comprenais pas tout de suite le fonctionnement d'un nouvel appareil. Elle expliquait calmement, montrait, soutenait. Peu à peu, nous commençâmes à travailler en binôme. Elle apprécia mon expérience avec les patients en état critique et commença à m'emmener sur les cas difficiles. « Vous avez un don remarquable pour comprendre les gens », dit-elle un jour après un shift difficile. « J'ai remarqué comment vous rassurez les patients avant les procédures. C'est un don rare. » Juste de l'expérience, dis-je, gêné, peu habitué aux compliments. En réanimation, on apprend à comprendre les gens sans mots. Nous étions assis dans la salle de repos, buvant un café sorti d'une machine à café design. Par la fenêtre, tombait une pluie de septembre qui emportait les dernières chaleurs de l'été. « Et vous, vous avez des enfants ?» demandai-je, à ma propre surprise. Elle hésita, comme s'il se demandait si elle devait répondre. « Une fille, dit-elle enfin. Chloé, 16 ans, elle étudie dans un lycée spécialisé à Paris. Vous en êtes fière. » Ce n'était pas une question. J'avais vu son regard s'adoucir quand elle mentionnait sa fille. Beaucoup, hocha-t-elle. Elle est intelligente, déterminée, toute comme sa mère. Et votre mari est décédé. Elle le dit simplement, sans dramatiser. Il y a 3 ans. Cancer du sein. Découvert trop tard. Elle repoussait toujours le rendez-vous chez le médecin. Quand on s'en est aperçu, c'était déjà au 4e stade. Je suis vraiment désolé. Je touchai machinalement sa main et retirai aussitôt mes doigts. Pardonnez-moi. Ce n'est rien. Elle sourit du coin des lèvres. Le temps guérit, vous savez, pas complètement, mais on s'y habitue. C'est plus difficile avec Chloé. Elle m'en veut. Vous? Pourquoi? Je suis médecin. Elle haussa les épaules comme si cela expliquait tout. J'aurais dû m'en apercevoir, insister pour qu'elle fasse des examens. Nous nous disputions souvent avec sa mère. Je lui disais qu'elle devait aller chez le gynécologue. Elle repoussait. Et ma fille est maintenant convaincue que j'aurais pu sauver sa mère, mais que je n'ai pas fait assez. C'est injuste. Je secouai la tête. Chloé cherche simplement sur qui déverser sa douleur. Oui, hocha-t-elle. Et elle m'a choisi, moi. Maintenant elle vit en internat, elle vient pendant les vacances, et encore, à contre-cœur. La dernière fois, nous avons passé 3 jours dans le même appartement et nous avons à peine échangé quelques phrases. Je pensais soudain à mes enfants, à Lucas qui s'était refermé, à Léa qui avait grandi trop vite, à la façon dont le divorce les avait frappés, et à quel point il était important maintenant de ne pas leur donner le sentiment d'être abandonnés. J'ai une situation similaire avec mon fils, dis-je. Je n'arrive pas à le toucher, il accuse le monde entier et moi par la même occasion. Le docteur Caroline hocha la tête avec compréhension. Les adolescents? Peut-être pourriez-vous partager votre expérience sur la façon de trouver un terrain d'entente avec eux. Il y avait de l'espoir dans sa voix. Franchement, je suis dans une impasse avec Chloé. Je ne suis pas sûr que mon expérience puisse être qualifiée de réussie, dis-je avec un sourire amer. Mais je partagerai, bien sûr. C'est ainsi que commencèrent nos conversations. D'abord sur les enfants, puis sur le travail, puis sur tout. Je me surprenais à attendre ces moments dans la salle de repos entre les consultations, ces conversations tranquilles autour d'une tasse de café. J'attendais son sourire, son regard attentif. Non, je me l'interdisais. Trop tôt, la douleur de la relation précédente était encore trop vive. Et de quoi je parlais? Caroline était une chirurgienne accomplie, chef de service. Elle avait besoin d'un égal, pas d'un infirmier divorcé avec 2 enfants et un tas de problèmes. Alors tu vas continuer à te taire maintenant? La voix de Nathalie, venant de la cuisine, me fit m'immobiliser dans l'entrée. Je rentrais d'un shift de 24 heures plus tôt que prévu. Caroline m'avait laissé partir en voyant ma fatigue. Dans la maison je pensais trouver seulement Monique, les enfants à l'école. Mais apparemment ma belle-mère avait un invité inattendu. Et qu'est-ce que tu veux entendre? La voix de Monique sonnait fatiguée et irritée. Des louanges pour ton choix. Des éloges pour ta merveilleuse jeune femme. Maman, ne commence pas, s'il te plaît, gémit Nathalie. J'ai déjà assez de problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas?
Il y avait une note narquoise dans la voix de ma belle-mère. La lune de miel est finie? Tout n'est pas si simple. J'entendis grincer une chaise. Apparemment Nathalie avait changé de place. Laetitia, elle n'est pas comme elle paraissait. Elle dépense l'argent comme de l'eau. Rien que pour des vêtements le mois dernier elle a claqué 30 000. Elle considère que mon salaire, c'est ses dépenses de poche, et elle envoie la moitié du sien à sa mère et est toujours mécontente de quelque chose. Soit l'appartement n'est pas comme il faut, soit le quartier ne lui plaît pas, et qu'est-ce que tu attendais, ricana Monique. Tu pensais que parce qu'elle est jeune et belle, le bonheur allait tomber tout seul? Je pensais qu'elle m'aimait. Il y avait de la déception d'enfant trompé dans la voix de Nathalie. Elle t'aime, bien sûr, ricana ma belle-mère. Si elle t'aimait, elle n'aurait pas brisé une autre famille. Et qu'est-ce que ça a à voir, éleva-t-elle la voix. C'est moi qui suis parti, moi qui ai décidé. Et qu'est-ce que tu penses de ta décision? Tu es content? Un silence pesa. Je restai figé, craignant de trahir ma présence par un craquement de plancher. Je voulais juste demander un prêt, dit enfin Nathalie d'une voix sourde. Jusqu'à la paix, on n'a pas assez ce mois-ci, et pour les enfants, comment ils vont vivre? La voix de Monique devint glaciale. Tu sais combien Marc gagne? Sur 3 boulots, on peut dire. Et tout ça pour que Léa aille à l'université, pour que Lucas sorte de la rue. Et toi, tu demandes un prêt? J'ai une retraite de 17 000, dont 10 000 partent en médicaments. Je paie la pension alimentaire correctement, rétorqua Nathalie. Pension alimentaire, lança ma belle-mère avec mépris. Tu vas dire que ces 12 000 suffisent pour 2 adolescents. Il faut payer les études de Léa, acheter des vêtements à Lucas. Et toi avec tu te plains qu'il n'y a pas d'argent. Ne l'appelle pas comme ça, les mots de Nathalie prirent un ton d'acier. Comme je veux, je l'appelle, coupa Monique. C'est ma maison, d'ailleurs, et je ne te donnerai pas d'argent. Pas question de jeter l'argent par les fenêtres. Tu as choisi, tu assumes. Je reculai silencieusement vers la porte, sortis et rentrai à nouveau en claquant bruyamment la porte, comme si je venais juste d'arriver. Marc. Nathalie apparut dans l'entrée, l'air perdu, les yeux rougis. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui, tu vis ici maintenant. Elle dit cela avec une telle surprise, comme si elle ne réalisait que maintenant les conséquences de ses actes. Bonjour, Nathalie. Je passai devant elle vers la cuisine. Maman, je suis à la maison. Je vois. Monique m'accueillit avec un soulagement mal dissimulé. Ta fille était justement sur le point de partir. Vrai, Nathalie? Nathalie passait son regard de sa mère à moi. Je remarquai qu'elle avait maigri. Des ombres sous les yeux. Dans sa veste à la mode et ses nouvelles chaussures, elle avait quand même l'air fatiguée. Le bonheur avec la jeune femme semblait moins idyllique qu'elle l'avait imaginé. Oui, je pars déjà. Elle hocha la tête. Marc, transmets le bonjour aux enfants. Tu le feras toi-même. Je haussai les épaules. Si tu daignes venir les voir. Elle serra les lèvres, mais ne dit rien. Elle se retourna et sortit en claquant bruyamment la porte. Elle commence à venir, grommela Monique en posant devant moi une assiette de soupe chaude. La 3e fois cette semaine. Soit elle demande de l'argent, soit elle se plaint. Elle a complètement perdu la tête. Et qu'est-ce que tu lui dis? Je soufflai prudemment sur la soupe brûlante. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle écarta les mains. C'est une idiote, Marc. C'était un homme intelligent, travailleur, et il s'est transformé en chiffon que cet écervelé utilise pour essuyer le sol. Je ne répondis rien, je hochai simplement la tête. Étrangement, l'histoire des problèmes de Nathalie ne m'apportait aucune satisfaction. Seulement de la fatigue et une légère tristesse de voir la personne avec qui j'avais vécu 18 ans devenir une étrangère qui n'inspirait qu'un regret indifférent. Le soir, en me couchant, je me surpris à penser non pas à Nathalie, mais à Caroline, à sa voix calme, à ses yeux attentifs, à la façon dont ses mains bougeaient avec assurance pendant les procédures, et ces pensées réchauffaient mon âme. Comme si au fond d'un lac automnal froid avait jailli une petite source, présage du printemps. Novembre cette année s'était révélé exceptionnellement ensoleillé, bien que froid. Chaque matin, en allant au travail, j'admirais le givre sur les branches des arbres et pensais à quel point la vie était étrangement faite. Encore 6 mois plus tôt, il me semblait que le monde s'était effondré, et maintenant non. Pas que tout soit arrangé,
mais les premiers faibles rayons de lumière perçaient certainement à travers les lourds nuages. Marc, vous brillez aujourd'hui. Nathalie, l'administratrice de la clinique, me sourit aimablement. Il s'est passé quelque chose de bien? Je lui souris en retour. L'administratrice me rappelait une bonne fée des contes pour enfants. Cheveux blancs abondants, lunettes demi-lune, éternel gilet tricoté. Ma fille est entrée en médecine. Je ne pus retenir ma fierté. Elle a reçu la confirmation hier. Félicitations, se réjouit-elle sincèrement. Et comment? On entre encore maintenant? Au milieu de l'automne pour le semestre payant à partir du 2e. Il y avait une place libre. Elle était la première sur la liste d'attente et elle a repassé les examens cette fois avec excellence. Je ne racontais pas à quel prix cette admission avait été obtenue. Du crédit que j'avais pris pour la première année d'études, merci à Caroline qui avait aidé avec les formalités à un taux minimal. Du fait que Léa avait combiné la préparation aux examens de repassage avec le travail au supermarché pour économiser sur les manuels. Du fait que le père avait finalement accepté de payer la moitié des études, mais seulement après le scandale organisé par Monique. Vous avez une fille magnifique, me tendit-elle l'emploi du temps de la journée. Elle suivra vos traces. J'espère que ça ira plus loin. Je souris. Elle étudiera pour être médecin, pas infirmière. Et vous, vous n'avez jamais voulu? Je réfléchis. Il y avait très longtemps un tel rêve d'entrer en médecine, de devenir chirurgien, mais ensuite le mariage, les enfants, le travail. Il était plus simple de rester au niveau qui ne demandait pas trop de temps et d'efforts pour les études. J'ai voulu, avouai-je, mais la vie en a décidé autrement. Ce n'est pas grave, maintenant c'est à travers votre fille que vous réaliserez vos rêves. C'est ce que disait ma mère, sourit Nathalie. Et moi j'ai fini par abandonner le conservatoire et devenir administratrice. La vie est si imprévisible. Avec Lucas, tout fut beaucoup plus compliqué qu'avec Léa. Si la fille nous réjouissait par ses succès et sa réactivité, le fils continuait à être le principal casse-tête. Après l'incident avec la police, j'avais insisté pour qu'il voie un psychologue, mais les résultats étaient mitigés. Ces conversations n'aident pas, grommela Monique quand je partageais mes inquiétudes avec elle le soir. Il fallait le fouetter quand il était petit. Maman, quel fessé à notre époque. Je soupirais en me massant les tempes. Maintenant il y a d'autres méthodes. Je vois ces méthodes, ricanait-elle en faisant du bruit avec les casseroles dans la cuisine. Il reste toute la journée sur son téléphone, il est grossier, il ne fait pas ses devoirs. Je soupirai. Elle avait raison. Les progrès étaient minimes. Lucas allait à contre-cœur chez le psychologue, accomplissant une corvée, comme il le disait lui-même. L'école, il avait arrêté de sécher, mais les professeurs se plaignaient qu'il restait assis en cours avec un air absent, qu'il ne s'impliquait pas dans le travail. Le plus dur pour moi était son agressivité permanente. Chaque conversation se transformait en dispute, comme s'il cherchait délibérément un prétexte pour se disputer, testait les limites. « Tu m'énerves » criait-il quand je lui demandais de montrer son agenda. « Pourquoi tu te mêles de ma vie ?»« Je suis ton père » répondais-je en essayant de rester calme. « Et ça me fait quelque chose de ce qui t'arrive, et notre père à nous s'en fiche complètement. » Il me regardait de dessous avec défi. « Pourquoi tu fais des efforts? Tu crois que quelqu'un a besoin de moi ?» De tels mots me serraient le cœur. Le psychologue disait que c'était une réaction normale au traumatisme, colère, déni, tentative de repousser les proches, mais cette connaissance ne rendait pas les choses plus faciles. Caroline, ayant appris les problèmes avec Lucas, proposa son aide. Peut-être qu'il faudrait lui trouver une occupation? Du sport, par exemple. Les garçons à cet âge ont besoin de dépenser leur énergie. Il s'intéressait au football avant, soupirai-je, mais après le divorce il a arrêté. Il dit que ça ne l'intéresse plus. Et si je lui parlais? Proposa Caroline. Un homme à un homme. Je l'acceptais avec gratitude, bien que je doutais du succès. Et j'avais raison de douter. Lucas refusa catégoriquement de parler avec Caroline. Nous l'invitâmes à dîner, et il resta silencieux de façon démonstrative, répondant par monosyllabes. Et quand Caroline essaya d'engager la conversation sur le football, il explosa « Écoute, tu n'es pas mon père. » Claire? Pas besoin de faire semblant de t'inquiéter. Mon vrai père, tu ne le surpasseras pas. Lui, il ne joue même pas à la vie de famille.
Il bondit de table et s'enfuit dans sa chambre. J'étais prête à m'enfoncer sous terre de honte, mais Caroline réagit avec compréhension. Réaction normale. Il se défend, et il défend son père, même s'il est en colère contre lui. Comment as-tu deviné? M'étonnai-je. J'ai une situation similaire avec Chloé. Elle sourit tristement. Elle aussi repousse tout le monde et défend aussi. Seulement sa mère, qui n'est plus là. Caroline parlait de plus en plus souvent de sa fille dans nos conversations, de la difficulté qu'elle avait à l'atteindre, de la façon douloureuse dont elle réagissait à toutes ses tentatives de se rapprocher. Tu sais, dis-je un jour, alors que nous étions restés au café après le travail, peut-être que tu devrais essayer non pas de l'atteindre, mais simplement d'être là. Simplement lui faire savoir que tu l'aimes sans condition, sans attente. Les enfants sentent la fausseté, et si tu essaies de lui faire parler, elle se refermera encore plus. Elle me regardait avec une telle attention, comme si je révélais le plus grand secret de l'univers. Et je disais simplement ce que j'avais compris par ma propre expérience. Parfois, en me précipitant tête baissée pour sauver Lucas, je ne faisais que le repousser. C'était amusant de voir comment la vie avait tout remis à sa place. J'aidais Caroline à trouver un chemin vers le cœur de sa fille, et elle, sans le savoir, m'aidait avec Lucas. Après ce dîner raté, je cessais de presser mon fils, je préparais simplement ses plats préférés, je m'intéressais à ses affaires sans insistance, je laissais sur la table des livres qui pourraient l'intéresser. Et progressivement, très lentement, mais quand même, la glace commença à fondre. Un jour, en rentrant d'un shift, je vis Lucas aider sa grand-mère à déneiger la cour. Une autre fois, je le surpris en train de lire un des livres que j'avais laissés par hasard. Il restait sur ses gardes, mais au moins il avait cessé de répliquer à chaque mot. Une petite victoire, mais elle donnait de l'espoir. Du divorce de Nathalie et Laetitia, j'appris par Monique. Elle entra dans ma chambre tard le soir, alors que je me préparais déjà à dormir. « Marc, tu ne vas pas croire. Nathalie s'est séparée de sa doctoresse. »« Comment ?» Je ne compris pas tout de suite de quoi elle parlait. « Eh bien, » s'exclama ma belle-mère triomphalement. La voisine de la poste a dit qu'elle les avait vus au tribunal. Pour le divorce. Et Nathalie avait l'air complètement abattue. Et cette fifille toute contente, avec un nouvel homme. Tu imagines. 3 mois qu'ils n'ont pas vécu ensemble, et elle a déjà trouvé un autre. Je ne savais pas quoi ressentir. Du soulagement, de la jubilation mauvaise, de la pitié, probablement un peu de tout, mais surtout un étrange calme. Comme si une autre page du livre que j'avais déjà lu s'était refermée. Nathalie apparut sur le seuil de la maison de sa mère, une semaine après cela, mouillée par la pluie, avec une valise et un air coupable. « Maman, laisse-moi dormir une nuit, dit-elle sur le seuil. Je n'ai nulle part où aller. » Monique la jaugea d'un regard lourd. « Et qu'est-ce qui s'est passé? Ta jeune femme t'a jeté dehors? » Elle a trouvé un autre. Elle baissa la tête. Un banquier quelconque. L'appartement, on le louait avec son argent. Hier le contrat a expiré. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Ma belle-mère croisa les bras sur sa poitrine. Que je te plaigne. Que je te prenne sous mon aile. Maman, arrête. Elle avait l'air perdue. Je comprends tout, mais j'ai vraiment besoin d'un endroit pour dormir. Temporairement, jusqu'à ce que je trouve un logement. Monique regarda l'horloge. Marc va bientôt rentrer du travail. Et les enfants sont à la maison. Je vis avec eux. C'est leur maison maintenant. Donc sans leur accord, je ne peux pas te laisser entrer. Mais c'est ma maison, s'emporta Nathalie. J'y ai grandi. Et tu as abandonné ta femme et tes enfants, coupa T.L. Et la maison t'est immédiatement retirée. Alors attends que Marc arrive. Si elle est d'accord, tu resteras. Sinon, désolé. J'arrivai 1 heure plus tard et trouvai cette scène. Nathalie assise sur les marches, sombre comme un nuage, et Monique debout dans la porte, ne la laissant pas entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je, bien que j'avais déjà deviné. Eh bien, Monique hocha la tête vers sa fille, elle demande à rester. Sa femme l'a jetée dehors, elle n'a pas de logement. Et moi, je dis que sans ton accord je ne la laisserai pas entrer. Je regardais Nathalie, amaigrie, perdue. J'avais envie de dire, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Sans ce que c'est que d'être trahi, d'être jeté comme une chose inutile. Mais au lieu de cela,
je demandais simplement, les enfants savent que tu es là. Non, secoua-t-elle la tête. Je ne voulais pas sans ton accord. Ils dorment chez une amie aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'elle soit prête à te voir. Je comprends, hocha-t-elle. Mais peut-être pour quelques jours, je vais essayer de trouver un appartement rapidement. Tu comprends que c'est difficile pour nous tous, dis-je. Surtout pour les enfants. Je comprends. Elle regardait le sol. Et pardonne-moi, Marc, j'ai tout compris. Trop tard, mais j'ai été une idiote. Je regardais en silence la personne avec qui j'avais vécu 18 ans, la mère de mes enfants, celle qui m'avait brisé le cœur, et je ne ressentais rien d'autre que de la fatigue. Tu peux rester dans l'annexe, dis-je enfin. Il y a un canapé et un radiateur. Mais sache que c'est la maison de Monique, et c'est elle qui décide dans quelles conditions tu seras ici. Et la condition de ma part est une. Là, ma belle-mère intervint. Excuse-toi auprès des enfants. Vraiment, pas pour la forme. Nathalie hocha la tête, et à ce moment-là je la plaignis. Pas d'une pitié offensante, mais simplement humainement. Elle était pitoyable dans son repentir tardif. Chloé a accepté de venir ce week-end, dit Caroline en remuant son café. Nous étions assis dans un petit café près de la clinique. C'était devenu une tradition d'y aller parfois après le travail. C'est la première fois depuis un an qu'elle a pris l'initiative elle-même. Je suis contente pour toi, souris-je. Tu vois, ton approche marche. Notre approche. Elle posa sa main sur la mienne. Sans tes conseils, je serais encore en train d'essayer de l'atteindre, comme tu dis. Sa main était chaude et assurée. Nous étions passés au tutoiement depuis longtemps, et cette informalité entre nous grandissait progressivement, naturellement, comme les sentiments que je craignais de m'avouer. Marc, elle devint soudain sérieuse. Je voulais te dire depuis longtemps. Je me tendis. Voilà le moment que j'attendais et que je redoutais. Je comprends que peu de temps s'est passé, continua-t-elle en me regardant dans les yeux. Et tu traverses une période difficile, mais je ne peux plus faire semblant que entre nous il n'y a que de l'amitié. Caroline, j'avalai nerveusement. Moi non plus je ne veux pas faire semblant, mais j'ai peur. Elle ne lâcha pas ma main. De quoi? De nouvelles relations, d'une nouvelle douleur, que tout se répète, que je me retrouve encore au fond. Je ne suis pas Nathalie. Il y avait dans sa voix une telle assurance que j'eus envie de croire. Je sais ce que c'est que de perdre. Et je ne te ferai jamais souffrir intentionnellement. Ce n'est pas seulement à cause de moi. Je secouai la tête. J'ai des enfants, Caroline. Des adolescents problématiques qui ont particulièrement besoin de stabilité en ce moment. Lucas commence à peine à aller mieux. Et j'ai une fille qui te blâme encore pour la mort de sa mère. Elle sourit amèrement. Tu crois que je ne comprends pas les complications? Mais peut-être que c'est justement pour ça que nous avons besoin l'un de l'autre, parce que nous comprenons la douleur de l'autre. Je la regardais dans les yeux et je voyais ce que je craignais moi-même de penser, l'espoir d'un nouveau bonheur. D'une deuxième chance. Avais-je le droit à cela? L'avais-je mérité? Je t'aime, Marc, dit-elle simplement. Et je veux être avec toi. Épouse-moi. La proposition, si inattendue, me fit m'immobiliser. Un mariage maintenant, après tout ce qui s'était passé. Caroline, dégagai-je prudemment ma main. Je ne peux pas répondre tout de suite. C'est trop soudain. Elle n'avait pas l'air déçue ou blessée, elle hocha simplement la tête avec compréhension. Je ne te presse pas. Je voulais simplement que tu saches mes sentiments et mes intentions. Le reste, c'est ta décision. Je regardais cette femme étonnante qui était entrée dans ma vie dans la période la plus sombre. Qui savait attendre, ne pressait pas, comprenait, et je sentais une chaleur se répandre à l'intérieur, une tendresse non brûlante, qui brûle et disparaît, mais une chaleur calme et assurée. Peut-être que c'est justement cela le véritable amour, compréhension, soutien, patience. Donne-moi du temps, demandai-je. J'ai besoin de tout réfléchir, de parler avec les enfants. Nous avons tout le temps du monde. Elle sourit. Je ne vais nulle part. En rentrant à la maison, je pensais à quel point la vie était étrangement faite. Il y a 6 mois, je pleurais l'effondrement de ma famille, la trahison de ma femme, la perte d'espoir. Et aujourd'hui pour la première fois depuis longtemps je sentais que l'avenir pouvait être lumineux. Les premiers rayons de lumière perçaient à travers les nuages,
promettant qu'après un long hiver le printemps viendrait obligatoirement. Monique mourut tôt le matin dans son sommeil. La veille, elle avait fait des pâtés aux choux, grommelé contre les nouvelles à la télévision, nourri le chat Vaca et, comme d'habitude, fait des remarques à Lucas et Léa à propos des vêtements éparpillés. Rien ne laissait présager le malheur. Simplement son cœur, usé par des années de travail et d'inquiétude, s'était finalement arrêté. Je la trouvai le matin, le visage serein, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle s'était simplement endormie. J'appelai les urgences, sachant que l'aide n'était plus nécessaire. J'écoutais les condoléances de service, signer des papiers. Tout comme dans un brouillard. Le printemps cette année arriva tôt. À la mi-mars, les personnages fleurissaient déjà à plein. L'air était rempli de fraîcheur et d'anticipation de chaleur. Le jour des funérailles, la terre était encore couverte de plaques de neige, et les couronnes sur la tombe étaient bordées de tendres boutons de primevère. Un contraste étrange que Monique aurait probablement approuvé. Nathalie arriva aux funérailles en retard. Elle passa devant moi, hocha la tête aux enfants, comme une étrangère. Elle avait visiblement vieilli, les tempes grisonnaient, de profonds plis s'étaient creusés autour de la bouche. « Merci d'avoir tout organisé », dit-elle après, quand les obsèques furent terminées et que tout le monde était parti. Je ne savais même pas comment m'approcher d'elle cette dernière année. Elle attendait quand même. Je rangeais les tartes restantes dans des boîtes. Chaque fois que j'entendais des pas à la grille, je pensais, peut-être que c'est toi, tu vas me parler. Elle se tenait au milieu de la cuisine, perdue et un peu déplacée dans cette maison qui avait été la sienne autrefois. Seule. Léa avait emmené Lucas en larmes. La mort de sa grand-mère avait été dure pour l'adolescent. Il avait fait face pour la première fois à la perte d'un être cher. Je hochai la tête vers Nathalie en désignant un tabouret. « Parle. » Le notaire a appelé. Elle regardait quelque part au-delà de moi. Maman a laissé un testament. Il a dit que nous devions venir demain pour la lecture. Et je voulais juste te prévenir. Elle buta. Tu comprends, cette maison? Elle a toujours appartenu à notre famille. Grand-père l'a construite dans les années 50. Et selon la loi, en tant que fille. Tu es venu parler d'héritage? Je ne reconnaissais pas ma voix. Le jour des funérailles de ta mère? Non. C'est-à-dire? Elle se frotta les tempes. Pardonne-moi, je ne voulais pas dire ça. Un silence gênant pesa entre nous. Je regardais mon ex-femme et je ne comprenais plus ce qui nous avait liés autrefois. Même la perte commune ne pouvait combler l'abîme qui nous séparait. La lecture du testament fut un choc pour tout le monde, surtout pour Nathalie. Le notaire, un homme sec avec une petite barbe soignée, lut d'une voix impassible la dernière volonté de Monique. La maison d'habitation à l'adresse, avec tous les biens, le terrain et les dépendances, je la lègue à Marc Durand et à ses enfants Léa et Lucas en parts égales. J'écoutais sans croire mes oreilles. Nathalie était assise, pâle, serrant les dents. Quand le notaire eut fini, elle se leva brusquement. C'est un faux. Maman n'aurait jamais pu écrire ça. Elle n'aurait jamais laissé sa propre fille sans héritage. Nathalie, le notaire enleva ses lunettes et se frotta l'arête du nez avec fatigue. Votre mère a rédigé ce testament il y a 6 mois en pleine possession de ses facultés mentales, dans le respect de toutes les formalités juridiques. Si vous avez des doutes, vous pouvez le contester devant les tribunaux. Je le conteste. Il y avait dans la voix de Nathalie la rage d'une personne trahie. C'est injuste. Il y a une note dans le testament, continua le notaire en remettant ses lunettes et en arrangeant les papiers. Personnellement de la part de Monique. Marc est devenu pour moi un fils plus que ma fille ne l'a jamais été. Il s'est occupé de moi dans la maladie, il ne m'a pas trahi, il ne m'a pas abandonné. Lui et mes petits-enfants ont besoin d'une maison et de soutien plus que Nathalie, qui a choisi un autre chemin. Je me couvris le visage avec les mains, cachant mes larmes. Jusqu'à son dernier souffle, Monique resta elle-même, directe, juste et sage. Nathalie, comme elle l'avait promis, porta l'affaire devant les tribunaux, engagea un avocat, rassembla des témoignages, comme si j'avais manipulé une femme âgée. Elle prouvait que sa mère n'était pas responsable de ses actes, exigeait une expertise psychiatrique. Elle perdit le procès simplement parce que tous les voisins, tous les amis de Monique d'une seule voix répétaient, elle était en pleine possession de ses facultés jusqu'au dernier jour, et qu'elle aimait son gendre comme un fils. Après le jugement, Nathalie m'attendit à la sortie du tribunal. Amaigrie, vieillie, avec un éclat malsain dans les yeux.
Content, demanda-t-elle en me regardant de dessous. Tu as obtenu la maison que mon grand-père a construite, tu m'as pris mes enfants, et maintenant tu m'as aussi pris l'héritage. Nathalie, je la regardais avec une pitié sincère. Est-ce que je t'ai pris quelque chose? C'est toi qui as tout perdu. Toi-même tu es parti de la famille, toi-même tu as cessé de communiquer avec ta mère, toi-même tu as fait ce choix. Tu as changé. Elle secoua la tête. Avant tu n'aurais jamais parlé comme ça. C'est vrai, hochai-je. Avant je me serais tu, et maintenant je dis ce que je pense. Habitue-toi. La mariage avec Caroline fut modeste. Juste la signature. Un dîner de famille au restaurant. Aucune ostentation, aucun invité superflu. Seulement les plus proches, nos enfants, des collègues de la clinique, quelques vieilles amies. Je portais un costume bleu clair que Caroline appelait la couleur du ciel printanier. Léa me tressa une tresse, y tissant des fleurs naturelles. Elle m'aida avec le maquillage, plus nerveuse que moi. Papa, tu es magnifique. Je suis si contente pour toi. Lucas dans son nouveau costume avait l'air plus adulte et un peu perdu. Il restait à l'écart, mais je remarquais comme il observait attentivement Caroline, étudiait, évaluait. Lucas, m'approchai-je de lui juste avant la cérémonie. Tu vas bien? Ouais. Il haussa l'épaule. Normal. Tu sais, touchai-je doucement son bras. Pour moi c'est très important que tu sois là aujourd'hui. Et que tu saches que Caroline n'essaie pas de remplacer ta mère. Elle est simplement une autre personne proche. Lucas se tut, regardant ailleurs, puis dit tout bas, « Papa, je suis content que tu sois heureux. » C'était la première phrase depuis longtemps où il n'y avait ni reproche ni agressivité. Je serrai mon fils dans mes bras, sentant les larmes chaudes me monter aux yeux. Après la signature, nous organisâmes une petite réception à la maison, celle que Monique nous avait laissée. Je me surprenais souvent à penser qu'elle était invisiblement présente avec nous, hochant la tête avec approbation en regardant Caroline, s'affairant avec moi dans la cuisine. Chloé ne vint pas au mariage, prétextant des examens au lycée. Nous comprenions que c'était une excuse, mais Caroline n'insista pas. Elle l'appela simplement après la cérémonie, parla calmement, avec assurance. Je vis à quel point cette conversation lui coûtait, comme elle essayait de ne pas montrer sa déception. Elle s'habituera, dit-elle après en me serrant dans ses bras. Il faut juste du temps. Je hochai la tête, bien que dans mon fort intérieur je comprenais que certaines blessures guérissent en décennies. Parfois, jamais. Presque un an s'était passé depuis. La vie était progressivement entrée dans un nouveau lit, pas parfait, mais tout à fait acceptable. Léa était entrée en 2e année de médecine, avait clos sa première session avec mention. Le soir, elle travaillait à mi-temps à la clinique où nous travaillions avec Caroline, gagnait de l'expérience. Elle s'était épanouie, embellie, était devenue plus sûre d'elle. Parfois je remarquais comme Caroline la regardait avec fierté, comme sa propre fille. Avec Lucas, tout fut plus compliqué. Il termina l'école avec difficulté, entra dans un collège technique grâce aux relations de Caroline, qui connaissait le directeur. Il étudiait sans enthousiasme, mais au moins sans sécher. Il était devenu plus calme, bien qu'il explosait encore et se montrait grossier. Il avait une attitude contradictoire envers Caroline, parfois il écoutait ses conseils, parfois il réagissait et partait de façon démonstrative. Ce n'était pas une guerre ouverte, plutôt une trêve méfiante. Caroline, cependant, ne perdait pas l'espoir de trouver un terrain d'entente avec son beau-fils. « Tu sais, il me rappelle moi-même à son âge, » disait-elle. Tout aussi épineux, méfiant, et il a aussi peur de paraître faible. Nous vivions dans la maison de Monique, cosy, spacieuse, bien qu'elle ait besoin de travaux. Petit à petit nous renouvellions les meubles, repeignions les murs, changions les fenêtres. Caroline vendit sa voiture et acheta un minibus d'occasion pour que nous puissions tous voyager ensemble. Elle laissa son appartement au centre pour Chloé, pour qu'elle ait son propre espace quand elle viendrait pendant les vacances. Chloé restait réservée et distante. Elle venait les week-ends, passait du temps avec sa mère, saluait poliment Marc et les enfants, mais aucune proximité ne se créait. J'essayais de trouver une approche auprès d'elle, je préparais ses plats préférés, je m'intéressais à ses études, je lui offris même un vieil atlas médical que j'avais trouvé par hasard sur un étal de livres. « Merci », dit-elle en acceptant le cadeau, et pour la première fois elle me regarda dans les yeux sans hostilité, simplement avec curiosité. « C'est vraiment intéressant. » Une petite victoire,
précieuse comme toutes les petites victoires dans notre nouvelle vie compliquée. Nathalie, après le procès, louait une chambre en périphérie, travaillait comme mécanicienne dans la même usine d'armement de la région, mais dans un autre atelier et sans sa qualification précédente. Elle voyait les enfants de temps en temps. Léa allait parfois chez elle après les cours, apportait de la nourriture maison, racontait les nouvelles. Lucas était moins conciliant, voyait son père seulement pendant les fêtes, et encore, à contre-cœur. Laetitia disparut de nos vies aussi soudainement qu'elle était apparue. Elle partit pour la capitale avec son nouvel homme banquier. Parfois son nom refaisait surface dans les conversations des collègues, mais de moins en moins souvent, de plus en plus loin, comme l'écho d'une histoire ancienne. La dernière fois que nous parlâmes vraiment avec Nathalie, ce fut le jour de son anniversaire. Je lui envoyai une tarte, sa préférée aux cerises, que je faisais autrefois pour chaque fête. Pas par pitié, simplement parce que j'avais appris à ne pas garder de rancune. Et elle vint remercier. Pour la première fois depuis longtemps, elle franchit le seuil de la maison où elle avait grandi. Nous étions assis sur la véranda, buvant du thé. Elle avait encore plus vieilli, comme si les années passaient pour elle 2 fois plus vite. Rides, cheveux gris, regard éteint. J'ai pensé à quelque chose, dit-elle en tournant sa tasse dans ses mains. Tu te souviens comment nous nous sommes rencontrés? Aux danses à la maison des métallos. Je me souviens, souris-je au souvenir. Tu m'as marché sur le pied et tu as renversé du jus sur ma robe. Et puis tu t'es excusé pendant 2 heures. Elle sourit aussi, et pendant un instant un reflet de l'ancienne Nathalie apparut dans ses yeux. Et tu m'as raccompagné à la maison et tu as porté mon sac. Et nous sommes restés debout toute la nuit devant l'entrée à parler de tout et de rien, terminai-je. Oui, je me souviens. Elle se tut, regardant quelque part au-dessus de moi, vers les pommiers en fleurs dans le jardin. Tu sais, Marc, je t'aimais vraiment. À l'époque, dans ma jeunesse, vraiment. Je hochai la tête. Et moi je t'aimais. Et puis. Elle soupira. Puis tout s'est comme terni. C'est devenu ordinaire. Je te regardais et je ne voyais plus ma femme, mais la maîtresse de maison. La mère des enfants, un accessoire au quotidien. Et je n'ai pas remarqué comment j'ai tout détruit. L'amour demande du travail, dis-je pour la première fois depuis longtemps en l'appelant par son diminutif. Chaque jour, chaque heure, sinon il se ternit vraiment. Tu me pardonneras un jour? Il y avait dans sa voix une telle douleur sincère que je serrai involontairement les poings. Je t'ai déjà pardonné, répondis-je après une pause, sinon je n'aurais pas pu continuer à vivre. Mais oublier. Non, ça je ne peux pas, elle hocha la tête, comme si elle ne s'attendait à rien d'autre. Tu es heureuse avec elle, demanda-t-elle en hochant la tête vers la maison où Caroline s'occupait d'une télévision qui faisait des siennes. Oui, dis-je sans hésitation, sans désir de blesser. Simplement une constatation de fait. C'est une bonne personne, fiable. Je suis contente. Elle se leva, comme si la conversation était épuisée. Vraiment contente. Tu mérites le bonheur. Quand elle partit, je remarquai comme ses épaules s'affaissaient sous son vieux blouson. Comme si le poids de la culpabilité l'écrasait vers le sol. Je la regardais partir et pensais, chacun de nous a eu ce qu'il méritait. Moi une deuxième chance de bonheur, une maison, un appui. Elle est la solitude, le repentir, la compréhension du vrai prix de ses actes. Est-ce juste? Probablement, mais curieusement cette justice ne rendait pas les choses plus faciles. On dit que le temps guérit. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le temps ne guérit pas. Il apprend à vivre avec la douleur. Je suis heureuse avec Caroline, mais les cicatrices restent. Les enfants ont pardonné à leur mère, mais la confiance n'est pas revenue. Lucas est encore en colère contre le monde entier, et je ne sais pas quand cela passera. Chloé ne m'aimera peut-être jamais, mais je ne cesserai pas d'essayer. La vie n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de fins absolument heureuses. Il y a seulement un choix. Soit tu continues à vivre, soit tu restes figé dans le passé. J'ai choisi la vie, même si elle se gagne à travers la douleur. Aujourd'hui, Caroline et moi sommes assis sur la même véranda où je disais au revoir à Nathalie. Le printemps a de nouveau repris ses droits. Le jardin est en fleurs, remplissant l'air de l'arôme des pommiers. Léa se prépare aux examens. Lucas bricole une moto dans le garage. La maison sent la pâtisserie fraîche. Ce n'est pas une vie parfaite, mais c'est une vie que j'ai gagnée, méritée, reconstruite à partir des décombres. Ma deuxième chance,
ma récompense pour toutes les larmes et la douleur, et je suis reconnaissant au destin pour elle. Caroline me prend la main, et je sens la chaleur de sa paume, assurée, fiable. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Personne ne le sait. Mais aujourd'hui, maintenant, à ce moment précis, je sens enfin que je suis là où je dois être. Et cela suffit. Partagez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous qu'il est possible de pardonner complètement à son ex après une trahison, ou certaines blessures restent-elles à jamais dans le cœur? Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime ».